Ça tombe bien que ça soit diffusé. Alors, je pense qu'on va y aller. Donc, bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Ce soir, nous recevons une conférencière qui nous arrive de l'université Cheikh Anta Diop à Dakar. C'est Odom Angon, qui travaille en études littéraires et sur les questions de race. Elle est docteure en philologie espagnole. Pour sa thèse, elle a étudié le paradigme de la narrative diasporique afropéenne et cubano-américaine. Donc, vraiment le mélange des cultures hispanophones, francophones et anglophones. Elle travaille sur la gestion culturelle des peuples hybrides ayant vécu la rencontre de l'autre sous la houlette d'un acte colonial. Originaire du Gabon, elle se définit comme une citoyenne du tout-monde dans un contexte où les frontières sont révélées comme une vraie farce, un empire en déclin. Dans son livre « Femmes noires francophones », elle met en place une épistémologie auto-performative où elle intègre son positionnement de sujet-objet de l'oppression afin d'ébranler les méthodes de recherche plus classiques. Elle place ainsi sur un pied d'égalité la théorie et la pratique, les savoirs expérientiels et les savoirs scientifiques. Donc, Madame Angon, je vous souhaite la bienvenue et je vous cède la parole. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, certainement ceux qui sont connectés via les réseaux et via le lien officiel de l'université. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici, déjà parce qu'en mai dernier, j'étais déjà à Montréal, dans un cadre académique aussi, avec avec une autre université. Du coup, en revenant, je me suis dit qu'il était peut-être intéressant d'élargir mon réseau et de pouvoir travailler avec d'autres collègues, notamment de l'université de l'UQAM. Mais comme je n'avais vraiment pas encore eu de possibilité, et je sais que l'université du Québec à Montréal a une très belle renommée en termes d'études féministes. Et je me disais que c'était une très bonne opportunité dans une conversation sur ces questions-là. Et surtout aussi d'apporter une nouvelle voix qui aborde des questions féministes sous d'autres angles qui pourraient peut-être enrichir aussi le débat finalement. Aujourd'hui, j'ai choisi une thématique justement parce que cette thématique est tirée d'un ouvrage que j'ai publié en 2020, en Femmes noires francophones. Il sera donc question de croiser ou d'articuler le patriarcat et le racisme pour comprendre comment, de façon intersectionnelle, ces mécanismes d'oppression opèrent ou agissent sur des corps construits socio-historiquement comme femmes et noires. Et finalement comprendre ce que c'est qu'être femme et quels sont les éléments, les outils mobilisés qui font en sorte qu'une catégorie de personnes se considère ou soit considérée comme femme et noire d'un point de vue socio-historique. Et dans cet échange, je pense que ça va être surtout une conversation, c'est pas un cours en tant que tel. Il ne s'agit pas ici de venir déployer prétendument des savoirs et que vous soyez juste assises à m'écouter parce que c'est un débat ouvert d'ailleurs qui impacte aussi la société. Et donc, la conversation qu'on aura aujourd'hui est vraiment un échange transversal. À partir de laquelle, la conversation, je m'enrichirai de vos opinions déjà parce que en tant que bête sociale, nous interagissons et finalement, les discours que nous véhiculons dans la rue, au sein de la société, ont aussi un impact au sein de l'université. L'université est quand même, d'un point de vue historique, sur un plan institutionnel, un espace de mobilisation des savoirs, mais surtout aussi un espace où circulent les savoirs reconnus. Et donc, c'est aussi parfois politique de prendre la parole dans ces espaces-là lorsqu'on est issu de communautés multiminorisées. Et ce que j'appelle communautés multiminorisées, ce sont ces corps qui sont traversés par plusieurs oppressions systémiques. Et lorsque ces gens-là vont prendre la parole à partir de leur lieu d'énonciation, c'est quand même aussi politique et c'est très important. Parce que, historiquement parlant, il y a des corps qui ont été construits comme étant des objets d'étude du corps des objets d'étude. Donc, à partir du moment où on sort de ce mécanisme-là pour devenir en même temps objet d'étude, mais de sa propre illustration, parce que ça ne va pas être seulement des gens qui racontent sur des gens, mais ce sont des communautés
historiquement minorisés qui vont commencer à prendre la parole pour apporter un autre discours. Avant de commencer l'échange proprement dit, je voudrais souligner aussi aujourd'hui, par ironie de l'histoire, que curieusement aujourd'hui, 12 octobre, il y a 530 ans que des communautés humaines ont basculé dans l'antre de la race, donc de l'idéologie de la race. Précisément, je pense, d'un point de vue historique, on se souviendra que le 12 octobre 1492, les communautés que l'on appelle aujourd'hui du continent américain, et que d'autres considèrent comme étant les communautés d'Abiyala, donc le nom antécolonial du continent américain, ont basculé dans la colonisation espagnole avec l'arrivée en 1492, le 12 octobre précisément, de Christophe Colomb et de toute son équipe pour venir construire un nouveau discours qui fera en fait, qui donnera sens et cohérence à une série de discriminations systémiques et qui justifie aujourd'hui pourquoi certains corps sont construits comme étant des corps confinés et d'autres sont ceux qui auront le discours dominant et qui vont imposer leur vision du monde. Donc, c'est vraiment important de se souvenir aujourd'hui, par ironie du sort, qu'on fait un cours ou un échange un jour historique où en Espagne, il faut le dire, ce jour 12 octobre est une fête nationale. C'est pour voir combien de fois il y a plusieurs célébrations politiques, institutionnelles qui ont une connotation fortement coloniale. Imaginez-vous, pour des peuples américains autochtones, cela est considéré comme étant le jour de leur débâcle, pendant que le gouvernement espagnol aujourd'hui, journée nationale donc fériée, célèbre El Día de la Hispanidad, ça veut dire la journée de l'hispanité, mais en réalité, cette journée de l'hispanité cache carrément une violence systémique où des gens ont quand même été renvoyés aux marges de l'humanité. Donc, c'est pour vous dire que parfois, il est important d'avoir un regard critique sur les faits que nous célébrons parfois au XXIe siècle, mais qui renferment vraiment des discours assez violents et finalement des stratégies de négationnisme, parce que en 2022, lorsqu'on est né au XXIe siècle, et que l'on va célébrer la journée de l'hispanité, qui est officiellement perçue comme étant un mécanisme de célébration confraternelle des peuples ayant en commun la culture et la langue espagnole. On ne peut pas savoir d'où vient en fait ces célébrations-là. Donc, c'était important pour moi de pouvoir le souligner et aussi de souligner qu'en Afrique, il y a un pays que l'on ne connaît peut-être pas assez. Il est le seul pays hispanophone d'Afrique qui s'appelle la Guinée équatoriale. Le 12 octobre, aujourd'hui aussi, il célèbre, ce pays-là, son accession à l'indépendance du joug colonial. Et curieusement, vous avez bien remarqué que ça ne peut pas être le fruit du hasard. Ça a été une date savamment choisie par l'Espagne pas seulement pour célébrer l'indépendance de la Guinée équatoriale, c'était en réalité pour enfermer la Guinée équatoriale dans la journée de l'hispanité, puisque c'est le 12 octobre 1968 que ce pays-là va accéder à l'indépendance. Donc, ça fait sens et cohérence finalement au discours de domination coloniale. Non seulement le 12 octobre 1492, c'est célébré et considéré en Espagne comme étant la journée de l'hispanité, mais le 12 octobre 1968 est aussi le jour, curieusement, où le seul pays hispanophone d'Afrique va accéder à l'indépendance. Donc, c'est pour dire qu'il y a, au-delà des cérémonies, des éléments festifs, des discours qui perpétuent finalement les inégalités de pouvoir de façon générale. Je vous propose une intervention en 3 temps, on va dire, parce que ce qui va être dit devrait être articulé autour d'éléments qui permettront de suivre la progression. Dans un premier temps, on fera la projection d'une vidéo d'à peine 8 minutes, en fait, et qui explique pourquoi certains mots fâchent, en fait, et pourquoi certains collectifs vont peut-être se sentir vexés, discriminés, indexés, marginalisés à l'évocation de ces mots-là. Et dans la deuxième partie, je vais faire rapidement un récapitulatif où je vais expliquer pourquoi en 2020, moi aussi, à partir de mon espace d'énonciation, j'ai décidé de publier un ouvrage intitulé « Femmes noires francophones ». Pourquoi 2020? Et ça aurait pu être cette année, ça aurait pu être il y a 5 ans, mais pourquoi je choisis de façon politique 2020 pour pouvoir publier cet ouvrage-là et qui croise les questions associées justement
non seulement aux questions coloniales, parce que femme noire francophone prend sens, c'est 3 mots, mais qui veulent quand même dire beaucoup de choses d'un point de vue institutionnel, politique et colonial. Et à la fin, ben, je vais quand même pouvoir entrecouper la conversation de quelques fragments, parce que je suis souvent orpheline des moments où on parle d'un ouvrage sans jamais l'ouvrir. Donc, il serait quand même intéressant que je puisse décortiquer ou lire certains fragments tirés de ce chapitre que j'ai choisi d'aborder dans cet espace-là. Je voudrais aussi, avant de commencer, m'excuser pour toutes les personnes qui sont dans la salle ou qui nous suivent en ligne ou qui auront plus tard accès à cette conversation-là. Si jamais l'évocation de certains mots contribue indirectement à les vexer ou à rappeler des moments douloureux, parce que au nom des libertés académiques, on doit quand même savoir aussi que nous sommes des sujets qui interagissons au sein de la société et que certains discours peuvent heurter et que certains messages ou certains cours, certains mots de façon spécifique peuvent choquer. Et donc, je voudrais surtout que l'on replace ce qui va être dit dans son contexte de production. En l'occurrence, l'évocation d'un mot historiquement construit qui a quand même concouru à reproduire des mécanismes de pouvoir. Et donc, il est important en même temps de savoir que ces mots fâchent, mais aussi de pouvoir les problématiser dans les espaces de savoir comme l'université. Donc, je pense que l'on peut commencer et on va projeter la vidéo. Ah, on n'a pas de son. On met au début aussi, surtout. Et puis là, le son. Ah, il dit. OK. Je pense qu'il faut l'interdire. Ok, mais pas aux Noirs. Et pas aux Métis qui, eux aussi, ont un parent noir. Pourquoi? Parce que c'est notre histoire. C'est aussi l'histoire de l'humanité. Tu veux dire la même humanité qu'il a instrumentalisée pour nous déshumaniser? Mais attendez, déjà, est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut interdire un mot? Et surtout, est-ce que c'est le mot le vrai problème? Déjà, il faut préciser qu'au départ, on a le mot noir, qui, dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, désigne ceux qui ont la couleur de peau noire. Mais le N-word, il vient d'où alors? C'est ce qu'il est en train de t'expliquer, en fait. Au XVIIe et XVIIIe siècle, pour des raisons purement mercantiles, la traite négrière va faire basculer le mot noir vers le mot nègre, qui lui-même tire ses racines du portugais ou de l'espagnol negro. C'est ce que nous explique le professeur Chartiam et l'écrivain Gauss. Cela devient un concept racialisant. Une partie de la population est appelée nègre, tout en discours des pratiques inventées, des constructions sociales qui déshumanisent une partie de la population mondiale à partir de ce mot-là nègre. Pour pouvoir justifier cette violence-là à un autre être humain, d'arracher les gens à leur terre, de les mettre par fond de cage, de les déporter, ils n'ont pas besoin d'estimer que les Noirs, les Négros étaient des sous-hommes, voire justement les exploiter comme des animaux. Dès le début du XIXe siècle, le mot nègre est donc déjà méprisant, insultant. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis que c'est un mot qui comporte un passé douloureux, notre passé. Et parce qu'il contient un siècle d'histoire, de mépris, d'insultes, de violence, tant qu'il sera prononcé par une personne qui n'est pas noire, il sortira toujours mal de leur bouche, toujours. En 1941, le poète américain Langston Hughes dira même « Le mot nègre, pour désigner les gens de couleur, est comme un chiffon rouge agité devant un taureau. Qu'il soit utilisé à bon ou mauvais escient, par souci de réalisme ou de façon ironique, en vue de faire rire, peu importe. » À ce sujet, Chartiam pose justement une question. Ce mot qui a été créé, inventé au XVIIIe siècle par un sujet blanc et déshumanisé l'autre. Et en déshumanisant l'autre, humaniser le blanc, devrait-il être utilisé aujourd'hui par celui-là qui est toujours bon? Ah non, absolument pas. Je dis non. Tout comme Johanna, l'écrivain et journaliste américain Ta-Nehisi Coates pense que le mot nègre ou nigger n'appartient pas à tout le monde. When you're white in this country, you're taught that everything belongs to you. You think you have the right to everything.
I mean, you can get shit explained. I'm like, oh, you want to go do what you want to do, be however. And people just gotta accommodate themselves. Mais s'il n'appartient pas à tout le monde, pourquoi est-ce qu'il est si présent dans la culture populaire? Enfin, moi, j'écoute beaucoup de rap. Le morceau de Kanye West et Jay-Z, avec leur fameux Niggas in Paris. voilà. Mais il n'y a pas que les rappeurs américains. Il y a les rappeurs français qui l'utilisent dans leurs textes et dans leur public. Il n'y a pas que des noirs. Exactement. De l'autre point de vue, des personnes comme Eric Essonotini, qui est enseignant dans l'état de l'Ohio. Quand les rappeurs utilisent, leurs femmes, qui sont souvent des blancs, et qui aussi. Et quand ils utilisent quand les gens, personne dans leur vie, ils n'arrivent pas à le faire, ils sont tous là parce que des blancs. J'ai l'impression que le rap en tant que tel est une super étude. C'est un mouvement qui est aussi une philosophie, se permet de repenser le monde à sa façon. On conçoit qu'il y a beaucoup de choses qui, dans nos cultures, sont considérées tabous, qui ailleurs, dans l'espace de l'art, dans l'espace des groupes, dans les sous-cultures, comme nous les appelons, elles sont érigées en modèle. Mais ce mot-là, il est très présent dans le cinéma aussi. Regarde le réalisateur blanc Quentin Tarantino. Dans Jackie Brown, par exemple. Il l'a utilisé dans une trentaine de ses dialogues. D'ailleurs, c'est ce qui avait énervé Spike Lee, qui est réalisateur noir, qui lui avait reproché de l'utiliser beaucoup trop de fois dans ses films. Ah oui, c'est délicat. Je dirais plutôt, c'est au cas par cas. Prenons donc un autre cas. Disons qu'il y ait plusieurs noirs qui discutent entre eux. Est-ce qu'ils ont le droit d'utiliser ce mot tant qu'ils restent entre eux? C'est exactement l'une des questions que j'ai posées à Chertiam, et voici ce qu'il en pense. Personnellement, je préfère d'autres mots, contraire. Il y a des mots beaucoup plus positifs qu'on pourrait utiliser. Je comprends par contre ceux qui, dans la tradition de la négritude, veulent toujours utiliser ce mot, que je trouve pas très beau d'ailleurs. Négritude? Oui, Tanguy, négritude. En fait, selon l'historien Gérard Noiriel, soit on supprime le mot parce qu'il est insultant, soit on le revendique. Et d'ailleurs, au XXe siècle, des intellectuels africains et caribéens ont eux choisi la deuxième option, le revendiquer. Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Léon Gautran Damas, mais aussi des femmes que l'on cite très rarement, comme les sœurs Nardal, ou encore Suzanne Césaire, qui vont prendre le mot nègre et vont le redéfinir et vont en faire un courant littéraire et politique. Ces nègres-là décidèrent alors de prendre ce mot qui leur avait été jeté sur la figure, qui les définissait comme des sous-hommes, et de l'anoblir d'une certaine façon. Et cet enoblissement ne fait pas l'unanimité, puisque de nombreux afrodescendants ne se reconnaissent pas là-dedans. C'est le cas de Gauss. Cette manière que les gens ont de dédramatiser, pour moi, le mot négro, est une manière hypocrite parce qu'il élevait ce mot au racisme même qu'il avait inventé. Et qui continue d'ailleurs. Attendez, je suis complètement perdu. C'est-à-dire que si le mot dérange, ce n'est pas tant le mot en lui-même, mais ce à quoi il renvoie dans la vie quotidienne. Le vrai problème, ce sont les inégalités sociales encore très présentes dans nos sociétés auxquelles il renvoie. Le monde est toujours fondé sur les questions raciales et sur les concepts raciaux, même si nous savons que la race est une invention. Même si surtout en France, on refuse toujours l'importance et la centralité de la question de la race dans la façon dont nous vivons, dans la façon dont nous pensons le monde et dans la façon dont nous l'organisons. Voilà le vrai débat. Celui de 400 ans d'idéologie qui sont encore fortement ancrés dans la tête des gens. Quand je suis à Paris, je n'ai pas de problème, de complexe d'infériorité. Mon problème, c'est que, en tant que négro, à condition égale, on va filer un appart à un blanc plutôt qu'à moi, au nom de la couleur de ma peau. Et tant que la situation sera comme ça, les mots nègre et négresse dans la bouche d'une personne non noire seront toujours perçus comme un rabaissement. Mais ce mot-là, il a énormément évolué. Aujourd'hui, il est quand même moins lourd de sens, il est quand même mieux prononçable. Mais quels que soient ces dérivés, ils n'atténuent pas le mot. Ils le disent sans le dire. Et quand on dit les N-words, là, on tourne que le mot n'est peut-être pas régulier. Sortons de l'hypocrisie des mots, utilisons-les pour ce qu'ils sont. Si je veux évoquer l'esclavage, je dis négro, nègre, traite négrière. Si je veux penser un pote ou bien me moquer de lui, je dis négro aussi. Mais le contexte donne l'idée. Il y aura toujours des gens que ça heurtera, que ça choquera. Ouais, dans ce cas-là, bannissons les mots qu'il y a dans les expressions du style Nègre littéraire? voilà, on a remplacé par prête-plume. Mais est-ce qu'on peut vraiment interdire un mot? Et pas n'importe lequel. Ce mot-là, il porte quand même tout un pan de notre histoire. Pour chaque terme, on ne peut pas bannir un mot. Par contre, on peut bannir les effets de certains mots. Ce qu'il faut bannir, c'est la haine. Ce qu'il faut bannir, c'est ce qui mène à la déshumanisation de l'autre. Voilà ce qu'il faudrait bannir, et pas des mots en tant que tels. Mais attention au sens de ce qui est dit, et parfois à la personne qui le dit. Moi, quand je dis négro, on voit bien toute l'histoire que je veux faire apparaître, ou pas d'ailleurs. Mais quand un raciste comme Jean-Marie Le Pen dit négro, on voit qu'il ramène à cette idée de domination. Et pour Éric Timi, si on doit l'interdire, alors il faut l'interdire pour tout le monde et pas qu'en littérature.
soit on va le faire, moi, le petit, on continuera de nous appeler néo-négo, sinon, nous continuera le négo. Moi, on dira que négo, on s'appelle négo. Et vous, qu'en pensez-vous? Non, mais franchement, Johanna, t'abuses. Carrément, tu l'as typé là. On vous demandait c'est quoi typer ou pourquoi Johanna l'a fait. Alors, merci beaucoup. En fait, c'était intéressant déjà pour entrer dans le bain, pour comprendre que c'est un débat pas seulement universitaire, mais c'est un débat même au sein des communautés concernées qui ne trouvent pas de consensus, parce que vous avez bien vu qu'il y avait une divergence d'opinion. Les gens pensent qu'il faut supprimer le mot, d'autres estiment que le mot appartient à une communauté de personnes. Mais la question, finalement, c'est d'un point de vue sociologique, est-ce qu'un mot collectivement construit peut appartenir à une série, à seulement un collectif? Est-ce qu'on peut bannir un mot? Est-ce que bannir un mot, c'est supprimer le mal? Est-ce qu'il suffit simplement de légiférer sur ce qui doit être dit ou pas dit pour régler la question? Donc, c'est vraiment un débat ouvert. Il ne trouvera certainement pas de solution ici aujourd'hui et que l'on va continuer de nourrir, en fait. C'est quoi un mot? Est-ce que le mot est plus puissant que l'histoire qu'il a construit? Est-ce que ce sont des mots qui déterminent les catégories ou ce sont des catégories qui sont créées et auxquelles on applique des mots spécifiques qui feront en sorte, en fait, au fil des années, au fil des siècles, même à nous qui n'avons pas été, actrices, précurseurs de ces questions-là, nous nous retrouvions finalement légataires par défaut de ces héritages. Parce qu'aujourd'hui, on peut ne pas connaître l'origine du mot, mais on en subit quand même les conséquences. Et on se pose quand même la question de savoir à un moment donné, lorsqu'on est en situation de minorisation systémique, qui n'a rien à voir avec la minorité démographique, parce qu'on parle bien d'une question de pouvoir, c'est pas une question de numéro démographique, mais une question d'impact. Il y a des gens qui peuvent porter des discours qui auront plus d'impact que d'autres, et pourtant, d'un point de vue numérique, ils ne sont pas forcément en nombre considérable pour faire basculer les choses, mais il suffit qu'ils prononcent un mot pour que ça puisse avoir des répercussions sur une communauté de personnes. Donc, l'élément avait pour but de comprendre qu'on peut nourrir ces débats à l'université, mais que même au sein de la communauté concernée, comme je vous le disais, il n'y a pas consensus sur qu'est-ce qu'on fait des mots qui ont concouru à catégoriser, à déshumaniser des millions d'individus dans le monde, en fait, de façon vraiment hégémonique, systémique, structurelle. Et voilà. Et justement, cela permet de faire le parallèle ou de continuer sur le deuxième point dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, à quel moment et pourquoi je décide en 2020 de publier Femmes noires francophones? Pourquoi le titre porte ces trois mots? Pourquoi en sous-titre, j'intitule justement l'ouvrage, le sous-titre, ça va être une réflexion sur le patriarcat et le racisme au XXe et au XXIe siècle. Pourquoi ces deux siècles-là? Et pourquoi pas le 15e, le 16e, le 17e? Pourquoi je choisis ces deux siècles-là? Une question très simple. Je vais croiser la petite et la grande histoire pour comprendre que les discours font sens au collectif, tout en partant des réalités individuelles ou privées. Donc, en 2020, pour des questions purement politiques, j'ai décidé que je voulais absolument voir publier cet ouvrage-là. Pourquoi? Parce qu'en 2020, en fait, la francophonie a célébré les 50 ans de son existence. Et puis aussi parce qu'en 2020, les pays africains qui s'expriment en français ont célébré le 60e des indépendances. Et donc, je trouvais que c'était une date phare pour moi d'un point de vue politique. Il fallait absolument que je marque le coup à partir de ce que je suis pour pouvoir inscrire ce débat-là au cœur même des agendas politiques. Et puis aussi parce que de façon personnelle, il m'est arrivé des événements que j'estimais importants à mon niveau et je voulais franchement faire en sorte que ces événements personnels puissent être en convergence ou en connexion avec l'agenda politique. Donc, en 2020, j'ai eu 40 ans. Je suis née le 2 mars 2080. Et donc, en plus, je suis née en mars. Cela veut dire que, quelque part, j'étais prédestinée à parler des questions féministes, finalement. Et donc, en naissant le 2 mars 1980 et en ayant 40 ans en 2020, j'estimais en fait que j'étais en âge de ne plus attendre d'être validée par la société, de commencer à assumer mes prises de position. Donc, avant 40 ans, je n'avais pas le courage, par exemple, d'assumer publiquement que j'étais féministe. J'avais toujours
un discours voilé où j'essayais de trouver des raisons de justifier pourquoi c'est cela. Et en 2020, quand je me suis rendu compte en fait que au bout de toute la petite expérience humaine que j'ai, il n'y aura pas un jour où ce que je dirais pourrait plaire à tout le monde. Et donc, à 40 ans, je pense qu'on est en âge d'assumer ces prises de position. Je me suis dit, à 40 ans, ça va être pour moi une façon personnelle de me souhaiter joyeux anniversaire, dont je vais faire ce livre-là en 2020. Et puis, en même temps, d'un point de vue vraiment encore très personnel, en 2010, j'avais 30 ans. Donc, mon mari décède. Et donc, 10 ans plus tard, en 40 ans, justement, j'estime que je dois et je peux déjà faire le deuil. Et donc, cette histoire qui est racontée et qui est un essai autobiographique croisé à la petite et grande histoire va faire sens au fait qu'à 40 ans, j'estime quand même qu'au bout de 10 ans, je dois pouvoir faire le deuil. Et en tant que littéraire, je me disais que le deuil, le faire, ça obéit aussi à des codes, en fait. Donc, il fallait que je marque le coup par un acte personnel, mais aussi un acte symbolique. Acte symbolique, ça aurait pu être, je sais pas moi, voyager et puis aller faire un mois de méditation quelque part, mais je voulais faire une contribution collective qui pourrait servir pour la postérité. Donc, écrire un livre, c'est partager une expérience. Écrire un livre, c'est aussi peut-être faire émerger des discours qui ne sont pas toujours habituels dans certains espaces. Je me suis nourrie simplement d'une expérience d'autres féministes africaines précurseurs qui ont aussi laissé des héritages très importants à travers leurs textes. On sait, le livre, tout le monde, je pense, a au moins déjà entendu parler une fois de Mariama Ba, donc de son roman épistolaire, Une si longue lettre. En 1979, elle le publie, je n'étais pas encore née, et je me dis, mais ça, c'est un bel héritage. Si elle n'avait pas pu publier ce livre-là en 1979, avant que je ne naisse, mais nous aurions été, nous, génération de 80, nous aurions été coupés complètement de cet héritage, parce qu'on n'aurait pas su, en fait, qu'en ce temps-là, il y avait déjà des femmes africaines qui abordaient ces questions. Et donc, pour moi, c'était aussi une façon, finalement, de m'inspirer de précurseuses comme Mariama Ba, comme Awa Keita, qui est à l'origine de la Journée internationale de la femme africaine, qui se célèbre le 31 juillet. Donc, je me disais, elles ont laissé des livres très intéressants, très importants, qui sont des ouvrages politiques à titre personnel, mais qui sont aussi des ouvrages collectifs, parce que ça nourrit des discours à l'époque qui ne nous appartiennent pas. Donc, je vais essayer de faire comme elles, je vais peut-être essayer de m'inspirer d'elles, en écrivant moi aussi un livre en 2020, en croisant justement toutes ces questions que je viens de vous énumérer, aussi bien d'un point de vue personnel que politique à grande échelle. Alors, pourquoi femmes noires francophones? La question que je me suis posée en Afrique, c'est lorsque l'on parle des féministes en Afrique et lorsque l'on aborde la question du féminisme africain ou des féminismes, on devrait plutôt en parler au pluriel africain, ou qu'on parle des icônes du féminisme africain, si vous cliquez sur le net, il est fort probable que les entrées que vous aurez soient généralement issues de femmes anglophones. Pourquoi ce sont des femmes africaines anglophones qui émergent lorsqu'on parle des féministes africains? On connaît Chimamanda, tout le monde connaît Chimamanda. Voilà, tout le monde va connaître Chimamanda. Mais je suis presque convaincue que si on clique, si personne n'a lu mon livre, on ne saura pas qui est Odom. On se dira Odom, c'est qui, franchement, mais pourquoi? Mais ça a aussi un sens, en fait. C'est que la langue est un élément d'impérialisme. C'est parce que, quelque part, l'anglais a quand même une ascendance sur d'autres langues. C'est pourquoi leurs textes, leur production théorique, leurs réflexions vont quand même finalement aussi émerger à plusieurs niveaux. Et aussi parce que quand même, il faut le dire, en Afrique, Nigeria, c'est quand même des centaines de millions d'habitants. Donc, la démographie de ce pays-là est quand même aussi une force politique. Lorsque une Chimamanda va produire un texte au niveau des États-Unis, c'est aussi quand même à des millions de locuteurs et de lectrices potentielles qu'on a à faire. Donc, on a tout intérêt à ce que une Chimamanda soit quand même assez connue parce qu'elle va avoir un impact numérique en Afrique d'un point de vue démographique, mais aussi un impact linguistique parce qu'elle est issue d'un pays dont la langue officielle est l'anglais et dans les espaces universitaires et dans les espaces politiques, l'anglais est quand même un poids de taille. Donc, c'est pourquoi la plupart
des réflexions issues des femmes africaines qui s'expriment en français n'émergent pas assez. Et moi, je me disais qu'il était absolument indispensable que nous aussi, parce qu'on a des réalités culturelles qui ne sont pas forcément les mêmes, parce qu'on a des réflexions théoriques qui ne vont pas quand même être les mêmes, et parce qu'on a aussi finalement des parcours qui ne sont pas les mêmes. Parce qu'au sein de la francophonie, il y a des questions peut-être que l'on se pose, il y a une façon de penser qui ne va pas être la même. On aura peut-être des réalités africaines qui se ressemblent, mais dans la théorisation, c'est quand même en français que l'on s'exprime. Et donc, si on s'exprime en français, c'est aussi une réflexion qui est quand même différente, une autre façon d'apporter un discours et un rapport au monde qui est quand même différent. Donc, je pense qu'il est important de pouvoir faire un ouvrage sur femmes noires francophones. Idéalement, je voulais faire un ouvrage qui parlait d'une 60aine de femmes africaines francophones, parce que je me disais, en 2020, étant donné que c'est le 60aire des indépendances africaines, ça aurait été intéressant de recueillir 60 profils de femmes qui puissent porter de nouveaux discours, qui puissent émerger, et pour dire finalement, non, mais les femmes africaines ne sont pas forcément ce que vous pensez, elles sont tellement diverses et variées et plurielles, et ça aurait été un bon agenda qui aurait recueilli beaucoup de profils. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, vous pouvez avoir un projet, et puis vous allez vers des gens, mais elles prennent tout leur temps, et vous avez un agenda à respecter. En fait, ma question, c'était, il faut absolument que ce livre soit publié en 2020. Et donc, si on envoie des questionnaires à des femmes qui vont participer et qui vont vous répondre le 31 décembre 2020, il y a de fortes chances, finalement, que votre livre ne voit pas le jour. Et donc, c'est pourquoi je me suis dit, mais attends, mais moi-même, j'ai une histoire à raconter. Pourquoi il faudrait forcément que mon livre soit consistant parce que j'attends les histoires d'autres personnes? Peut-être que je peux commencer par mon livre, à travers mon histoire, ou commencer un livre à travers mon histoire. Cela permettra, après, que les gens y comprennent ce que je voulais faire et pourquoi je voulais absolument qu'on écrive cette histoire-là. Pourquoi écrire? Parce que j'aurais pu dire, je suis quand même issue d'une société que l'on dit orale. Pourquoi je choisis d'écrire? D'abord parce que lorsqu'on traverse, on passe, on fréquente les espaces universitaires, on se rend très vite compte que les discours qui sont portés ici ont quand même une valeur symbolique et ils ont aussi les discours une stratégie de perpétuation des discours et des inégalités. Cela veut dire que moi, en tant que sujet socio-historiquement construit comme femme et noire ou comme femme et africaine, quand je regarde les bibliographies, quand je regarde les corpus, en fait, moi, je ne me vois jamais. Je me dis, attends, mais c'est pas possible. Je suis quand même symboliquement en situation de pouvoir parce que la figure de l'enseignant, c'est quand même une figure de pouvoir parce qu'elle a étendument une présomption de savoir. Tu te dis, en tant que figure de pouvoir, comment est-ce possible que je continue implicitement à véhiculer des mécanismes qui concourent à m'invisibiliser en tant que sujet socio-historique? C'est quand même curieux. C'est assez puissant, en fait. Ça veut dire, si je parle des questions féministes, il est quand même un peu logique que si je parle de féminisme en Afrique, dans un cours qui va impacter une génération de femmes et d'hommes africains et africaines, il est quand même cohérent que si je présente un corpus, qu'il y ait aussi bien des penseuses européennes, américaines, mais quand même finalement aussi des penseuses africaines. Mais où sont-elles? Si à chaque fois que je perpétue ces cours-là, que je transmets ces savoirs-là, j'ai l'impression que moi-même, qui porte un discours, je ne suis même pas symboliquement présente, il y a quand même un problème. Et donc c'est pourquoi j'ai voulu du coup faire cet ouvrage-là. Et pourquoi, quels sont les thèmes que j'aborde et pourquoi justement j'interroge la question de la francophonie, parce que je me dis aujourd'hui que sans l'Afrique, en termes de locutorat démographique, on ne pourrait vraiment pas tout à fait parler de la langue française avec autant d'impact. C'est qu'aujourd'hui, oui, désolé, c'est qu'en fait, mais merci, parce que j'ai l'habitude de bouger dans la salle et effectivement, désolé, pardon. Et donc, elle est là, ta caméra. Ah, c'est là? Oui, ok, parfait. Et donc, c'était vraiment ça, ce que je voulais faire en sorte que, en 2020, lorsque j'aurai publié ce livre-là, on puisse commencer à reparler des questions que l'on n'aborde pas assez dans les espaces francophones. Parce que en Afrique, je pense que sans les Africains,
Mais le locutorat aurait quand même un impact considérable en termes de perte. En 2050, selon les projections de l'ONU, l'Afrique sera le continent le plus peuplé. On aura au moins près de la moitié de la population mondiale. Donc, on ne peut plus, et on sait que la plupart des pays africains, une bonne vingtaine, je pense, s'expriment en français comme langue officielle. Donc, on ne peut plus aujourd'hui aborder des questions théoriques féministes ou quel que soit le domaine sans penser à ce public potentiel-là, à ce locutorat qui aborde de nouvelles questions et qui a de nouveaux enjeux et qui participe vraiment à la marche du monde, mais qu'on ne voit pas assez dans les espaces de validation de savoir, dans les espaces institutionnels, là où eux et elles aussi doivent porter leur voix. Et pourquoi le chapitre, justement? Parce que lorsqu'on écrit un livre, on a quand même un schéma, un fil conducteur, et on voudrait transmettre un message. Le message que je voulais transmettre, c'était pouvoir aborder plusieurs questions que se posent les femmes nées au XXe siècle comme moi, parce que l'on est né au XXe siècle, et puis qui ont traversé le XXIe siècle. Et donc, je voulais surtout que l'on sache qu'il y a plusieurs types de féminisme africain aujourd'hui, au XXe siècle, surtout, portés par de nouvelles générations, à travers différents supports, et qui abordent pas forcément la question liée à la polygamie. Ils ne vont pas forcément aborder les questions classiques que se posaient nos précurseurs et précurseuses, et qu'on a déjà aujourd'hui aussi de nouvelles problématiques. Et qu'on peut être sensible, par exemple, à une question qui touche une communauté afro-diasporique basée en France, mais qui a aussi un impact historique quelque part et qui dit des choses. Et donc, quand j'ai choisi, par exemple, d'aborder le sujet sur lequel on va parler aujourd'hui, donc le titre, très problématique parce que c'est un sujet qui fâche, en France encore aujourd'hui, c'est la question de comment est-ce possible, moi en tant qu'universitaire, moi la question que je peux me poser c'est comment est-ce possible qu'au XXIe siècle, dans le pays des droits humains, la France, on puisse encore nommer un quartier qui renvoie à une histoire déshumanisante? Moi c'était ma question en fait, mais comment est-ce possible? Et donc, heureusement d'ailleurs que le livre n'est pas encore publié à ce moment-là. Et je me dis, mais il faut que je mette ce chapitre-là dans le livre, puisque je vais parler des questions aussi bien patriarcales que des questions raciales ou racistes. Il faudrait absolument que ce chapitre puisse être abordé parce que la plupart des questions qui sont abordées dans l'espace public passent ou circulent très rarement dans les universités. Je ne sais pas pourquoi les filtres institutionnels font en sorte que si vous n'êtes pas un activiste, finalement, ou une militante universitaire, vous allez passer à côté des questions brûlantes qui concernent tout le monde. Et c'est pourquoi j'ai choisi, en parlant de patriarcat et de racisme, d'aborder cette question-là. Comment est-ce possible qu'en France, au XXIe siècle, il y ait un quartier qui s'appelle la Négresse, en fait. Donc, c'était pour moi tellement ahurissant, tellement abasourdissant, tellement insolite, et qu'il y ait des édiles qui défendent ça en disant que ça fait partie de la culture française. Alors ma question c'est quoi la culture? C'est important qu'on se pose des questions parce que ce sont des contenus à partir desquels on pourrait peut-être repenser nos idées et nos perceptions sur ce que nous renvoyons à quelque chose qui serait peut-être une élévation, à quelque chose de plus noble. Est-ce que quelque chose de si ignoble peut être la culture d'un pays? Mais en même temps, ça fait sens et cohérence à un passé. Si on est capable d'assumer au XXIe siècle que ce genre de mots catégorisant, stigmatisant, fait partie de la culture française, porté officiellement par des institutions, c'est peut-être alors qu'il y a une idéologie qui est toujours qui subsiste et qui ne veut pas disparaître pour pouvoir maintenir ou perpétuer certains mécanismes d'inégalité ouvertement, de façon décomplexée, à travers des institutions qui concernent tout le monde. Parce que on ne le sait peut-être pas ou on ne fait peut-être pas attention, les espaces publics portent une histoire collective. Et lorsqu'on est aujourd'hui au XXIe siècle en train de nous poser des questions sur est-ce qu'il va falloir élever des héros d'hier qui étaient en réalité des bourreaux de certaines personnes, comment on va renommer l'espace collectif pour qu'il appartienne à tout le monde de façon inclusive, comment les minorités qui n'ont pas eu historiquement droit à la parole vont se sentir membres d'une communauté collective, parce qu'en France,
il y a des gens qui ne sont pas forcément construits comme blanches, mais qui sont aussi des Français, et dont l'origine française ne se questionne même pas parce qu'ils ne l'ont peut-être pas choisi. Parce qu'une histoire douloureuse unit ces gens-là à un pays auquel les ancêtres ont dû être déportés pour y vivre et travailler de façon déshumanisante. Est-ce que en France, on peut continuer de s'appeler comme ça ou de le dire comme ça ouvertement sans qu'on se questionne? Donc moi, ma contribution sur ce point-là a été de me dire, étant donné que c'est un débat qui m'a traversé au XXIe siècle, ce serait peut-être bien qu'on commence aussi à produire des textes, à produire des discours, pour que de la même façon que j'ai pu lire le roman de Mariama Ba publié en 1979 et que j'ai lu à 21 ans seulement, donc en 2001, ben peut-être que d'ici 20 ans, 30 ans, un débat sur le fait de déboulonner des bourreaux d'hier, un débat sur renommer les espaces publics pourra peut-être se poser, et puis une personne tombera sur mon livre et se dira, alors là, c'est pas possible. Donc, au XXIe siècle, en 2020, on se posait déjà ce genre de questions-là. Donc, c'était vraiment une sorte de mémorisation, de muséification des débats publics que je voulais immortaliser dans l'ouvrage. Donc, c'est pourquoi ce sujet-là, parmi tant d'autres, traverse le livre, en fait. Parce que je voulais que les débats contemporains puissent refléter aussi les réflexions que je menais à ce moment-là. D'où le besoin de parler de cette question. Donc, dans le livre, il y a plusieurs chapitres pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore lu. Il y a 4 chapitres. Et donc, dans chaque chapitre, d'ailleurs, sont des chapitres interconnectés, on interroge les différentes facettes du patriarcat, on interroge les différentes facettes du racisme, même lorsqu'on ne le sait même pas, parce que on est quand même un produit de l'histoire. Inconsciemment, on peut reproduire à travers le langage qui condamne, qui catégorise, à travers nos attitudes interpersonnelles dans les relations entre individus, à travers notre façon d'être, à travers une arrogance que l'on ne questionne même pas. Il est quand même important qu'on puisse se poser ces questions aujourd'hui. Et donc voilà. Donc le premier chapitre, je l'avais intitulé « Le ventre du patriarcat ». Et dans ce chapitre-là, je suis complètement là en Afrique. Je parle d'une époque qui est associée à mon enfance pour commencer à faire mémoire et comprendre comment, bien avant que je ne sois consciente de ce que c'était que le féminisme, bien avant que je ne sois consciente de verbaliser le patriarcat, j'étais déjà dans le moule du patriarcat, en fait, parce que lorsqu'on se déconstruit, c'est parce qu'on se rend compte, en fait, qu'on a été construit d'une façon d'être, et que on reproduit inconsciemment les mécanismes qui tendent à nous invisibiliser, à perpétuer notre minorisation systémique. Et donc, c'est vraiment, je fais mémoire, je pense à certaines anecdotes qui me sont racontées, je pense à certaines expériences vécues, à certaines situations où j'ai été témoin oculaire sans savoir, en fait, que j'étais déjà dans le ventre du patriarcat. Dans le deuxième chapitre, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aborde la question du veuvage. Le titre, c'est « Veuve à 30 ans, j'ai découvert le racisme à la mort de mon mari ». Mon mari était espagnol, on vivait à Madrid. Et puis, naturellement aussi, je comprendrai en fait qu'il a, sans le savoir, servi plusieurs fois de caution d'acceptation parce qu'en sa compagnie ou en sa présence, plusieurs fois, certains espaces m'étaient ouverts. Et une fois qu'il décède, je me rends compte en fait que non, mais je n'étais pas forcément acceptée. C'est ma présence qui était tolérée tant qu'il était encore en vie et qu'il m'accompagnait, que j'étais sous sa tutelle. Donc, ce sont des questions que je vais nourrir parce que je les vis et puis parce que je me dis, mais pourquoi ces gens-là sont différents? Pourquoi ils ont changé vis-à-vis de moi? Et ces réflexions qu'on me fait, c'est dû à quoi? Donc, c'est vraiment des choses comme ça que j'aborde. Troisième chapitre, c'est l'amour et le poids de la race. Donc justement, c'est toujours des questions associées à ce racisme intrafamilial que l'on ne questionne peut-être pas ou qui est difficile d'aborder dans les espaces
très privé, étroit, comment on vit au sein d'un couple mixte le racisme, comment on va aborder ces questions avec nos beaux-parents, avec nos beaux-frères, des blagues considérées racistes, des réflexions inopportunes que l'on ne ferait pas à tout le monde, mais à toi spécialement, des questions qui te sont posées quand tu reviens d'Afrique et lorsqu'on te dit qu'on soupçonne que tu ne sois pas une authentique africaine et tu te dis c'est quoi être une femme africaine authentique? En fait, c'est tellement de choses, qu'on aborde. Et puis après, dans le 4e chapitre, justement, je dis que je ne suis pas la femme noire. Je ne dis pas que je ne suis pas une femme africaine. Je ne dis pas que je ne suis pas fière de mes racines. Mais je dis, je ne suis pas la femme noire. En fait, je ne suis pas le cliché qui a été produit, construit. Je ne suis pas le billet, le stéréotype auquel on veut m'assigner pour que je puisse correspondre à des façons de faire qui sont antérieures même à mon existence. J'ai le droit d'avoir une individuation, j'ai le droit d'avoir une légende personnelle, j'ai le droit de rêver d'autres choses, d'avoir d'autres aspirations, mais je ne veux pas être la femme noire, ça veut dire je ne veux pas être le cliché. Je ne vais pas continuer à perpétuer un mécanisme qui ne m'est pas profitable, qui m'invisibilise, qui me renvoie à la marge de l'humanité. Donc, je ne suis pas la femme noire. Et en guise de conclusion, évidemment, je fais une sorte de bilan à mi-chemin de mon expérience d'enseignante au sein d'une université africaine, on va dire, parce que je suis à l'Université orientale de Dakar, mais il y a des réalités que je n'aurais peut-être jamais problématisé ni verbalisé si j'avais été recrutée dans une université européenne. Parce qu'il y a un contexte qui va permettre que je puisse finalement comprendre que les institutions qui sont censées nous protéger sont aussi les premiers qui vont peut-être aussi nous marginaliser. C'est quoi être une femme universitaire aujourd'hui, dans un espace de confinement, dans un espace finalement de perpétuation des discours systémiques? Donc, ce sont ces questions-là que j'interroge dans la conclusion, qui est une sorte de bilan pour me dire, avant d'être enseignante, avant d'être universitaire, jamais je n'aurais pensé qu'en fait, la neutralité est une construction idéologique. Ce sont des choses qu'on commence à interroger, à questionner. C'est quoi les normes scientifiques? Qu'est-ce qui se cache derrière la norme? À partir de quel paradigme, à partir de quels paramètres fixe-t-on la normalité de la neutralité scientifique? C'est quoi le nous collectif? Qui s'exprime derrière le nous lorsqu'on nous impose de dire en science, dans un article scientifique, nous? Qui est nous? On, c'est qui en fait? Qui impose des lois, des façons de penser, de voir? Les bibliographies, c'est quoi? C'est quoi un corpus? Qui doit être cité? Comment citons les gens? Pourquoi ce sont les mêmes gens qui sont toujours cités? Est-ce qu'inconsciemment, même nous, corps historiquement minorisés, ne sommes pas en train de reproduire des mécanismes de domination qui sont contre nous-mêmes? Parce qu'aujourd'hui, on sait bien qu'il y a tellement de références bibliographiques. On peut citer des références webographiques, on peut citer des références médiagraphiques, mais on doit aussi pouvoir citer des références oralographiques. Et comment je vais pouvoir me citer? Comment je vais pouvoir citer ma grand-mère? Comment je vais pouvoir théoriser les réflexions féministes des femmes qui ne parlent pas forcément français, qui ne parlent pas forcément anglais, qui n'écrivent pas forcément l'alphabet, mais qui ont quand même leur mot à dire? Donc, c'est un peu sous tous ces messages-là que j'ai commencé à théoriser parce que, étant sujet socio-historiquement appartenant à une communauté de personnes dont la langue de communication et d'interaction n'est pas nécessairement le français, mais des gens qui ont appris à penser en français et qui sont traversés par tellement de codes de communication, moi, je me dis, en tant qu'universitaire, je dois quand même pouvoir apporter quelque chose, un discours nouveau, pour que toutes ces références-là soient reflétées dans ce que j'écris. Et aussi, surtout, pour qu'on se rende compte que c'est quand même complexe. C'est complexe lorsque la langue de socialisation n'est pas forcément la langue d'écriture. Ce sont des traductions intersystémiques qui sont très complexes. Comment je fais en sorte que les réflexions pertinentes d'une communauté de femmes qui ne sont pas forcément des femmes qui aient lu Simone de Beauvoir puissent, du coup, avoir leur mot à dire dans le concert des luttes féministes. C'est avec ma grand-mère et mes grands-mères et les femmes de sa génération que j'ai compris que le féminisme n'est pas une théorie élitiste,
c'est une pratique de survie en contexte d'invisibilité structurelle. Cela veut dire que les femmes vont avoir des pratiques féministes. Ça n'a rien à voir avec des grandes lectures de théorie féministes. Donc, je peux avoir une pratique féministe, mais je ne suis pas tenue pour autant de savoir qui est Mariama Ba, qui est Chimamanda, qui est Virginia Woolf. Mais ça ne fait pas de moi une personne moins importante qui apporte aussi un discours. Donc, ce sont ces choses-là que je voulais vraiment recueillir ici et que je continue de nourrir d'ailleurs pour de prochains ouvrages. En tant que chercheuse, je me dis, ce serait quand même aussi bien d'apporter ces discours-là. Donc, c'est un peu ça. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On dit qu'il ne faut pas donner la parole à une littéraire parce qu'elle n'arrête jamais. Et donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Et puis, on pourra passer par la lecture de quelques fragments du chapitre sur lequel on est finalement réunis ici cet après-midi ou ce soir. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, des choses à dire, à contredire. Et puis voilà. Comment? Je demandais juste le lien, est-ce qu'on peut l'avoir? Ah oui. Du Zoom. Je ne sais pas comment. Tu peux l'envoyer? Ça, c'est pour après, tu veux Sur dire? le site web de l'IREF, à travers le site web de l'IREF. IREF-UQAM.ca. IREF.UQAM.ca, il devrait trouver facilement. C'est quelqu'un. Vous avez des... Oui, bien sûr. Bonsoir, merci. Bonsoir. C'est vraiment intéressant, inspirant aussi. D'avoir écrit un livre. D'ailleurs, de mémoire que je vais écrire, si je veux en faire un livre, tout comme vous, je trouve que c'est important de perpétuer les idées et que les femmes des générations à venir puissent aussi se référer à des images. J'aimerais revenir sur un terme, on parlait, je suis une historienne de formation, et quand on parle de déboulonner, par exemple, des personnages héroïques qui ont été bourreaux, est-ce que c'est pas risqué en même temps? Je sais que ça peut peut-être choquer, mais je vais essayer de le dire sans choquer. Est-ce que ça peut ne pas être risqué d'effacer cette histoire-là? Parce que c'est important de connaître l'histoire pour apporter un meilleur avenir. Est-ce qu'il y aurait moyen, sans déboulonner, mais de mettre une plaque, par exemple, et d'expliquer ce qu'ils ont fait, ces personnages-là? Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends parfaitement. Pour qu'on se rappelle justement de l'avancement de notre société, parce que si on n'est pas cette mémoire-là, il y a un risque que ça se répète 50 ans. En tout cas, il y a des réflexions, il y a des débats là-dessus. Moi, ça m'interpelle beaucoup. Par exemple, ici au Canada, on a déboulonné une statue de Johnny McDonald parce que, je ne sais pas si vous savez, bon, il y avait distribué des couvertures avec le virus de la variole, de telle sorte que les Autochtones en sont morts. Donc, on a déboulonné cette statue-là, mais en même temps, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux justement de rappeler ici le premier ministre qui a distribué? Vous voyez, parce que comme historienne, il y a des trucs qui se répètent. Tout à fait. Vous voyez, on a Poutine là, avec le nucléaire, ben, ça fait 100 ans la Première Guerre mondiale. Vous voyez, c'est des cycles de 30 ans. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Alors, c'est une très bonne question et c'est d'autant plus intéressant parce que c'est une réponse qui va être inachevée. Il est fort probable que d'ici 10 ans, si vous me posez la même question, ben, j'aurai changé d'avis parce que peut-être j'aurai mûri de nouvelles réflexions, j'aurai un nouveau regard. Je pense qu'il est certainement important d'un point de vue pédagogique de renouveler des messages sacralisés qui ont entouré, auréolé l'héroïsme de ces personnages-là. Cela veut dire, évidemment, si on commence à casser tout, on va quand même considérablement détruire pratiquement toute la ville, ou toutes les villes. Tout à fait, parce qu'on se rendra compte de la violence épistémique et systémique que tout le monde, enfin, on saura que quelqu'un a quand même fait quelque chose de pas bien. Ça va être assez compliqué de pouvoir reconstruire une ville en cassant tout. Parce que la mémoire s'effrite aussi en détruisant tout. Parce qu'on ne saura pas finalement qui a fait quoi par le passé. Je pense qu'il est important, par exemple, pour les statues, les statuettes, les statues ou des monuments qui ont été érigés en mémoire
d'avoir des plaques qui actualisent le discours. Cela veut dire, je ne trouve pas du tout contradictoire que l'on puisse exposer justement nos contradictions collectives, mais qui sont constructives. Cela veut dire, aujourd'hui, ce monsieur que vous mentionnez, ce serait pas mauvais aussi que l'on mette à côté de la plaque commémorative une autre plaque qui soit dissidente et qui contredit justement cette héroïsation du personnage. Ce serait très bien. Moi, je trouve que l'on gagnerait beaucoup à exposer davantage nos contradictions communes parce qu'elles sont enrichissantes. On n'est pas tenu de vivre en communauté et d'être toutes et tous d'accord sur les mêmes points. C'est tout à fait normal de pouvoir ne pas être d'accord. C'est enrichissant. Cela veut dire, en fait, qu'on nourrit le débat et que des conversations avec des divergences peuvent aboutir à quelque chose. Je pense que ce serait très beau d'avoir une ville qui aurait des plaques divergentes sur la même statue. Par exemple, voici ce que le discours tel pense. Et ces communautés, par exemple, autochtones, considèrent pour leur part que cet individu incarne ceci, cela. Et on pourrait parfaitement avoir ces deux plaques côte à côte pour que chacun lise, en fait, les dissensions qui ont nourri une histoire collective au sein de laquelle nous transitons. Je trouve que ce serait bien. Malheureusement, de façon officielle, les gens veulent les discours consensuels. On veut être d'accord sur tout et tout le monde, alors que ce n'est pas possible. Même vis-à-vis de nos frères et sœurs, on n'est pas toujours d'accord. Mais cela ne fait pas moins frères et sœurs. Donc, c'est très important au sein d'une communauté de personnes d'avoir ces discours. Moi, je propose plutôt ça. C'est la même option, justement, la même proposition que fait l'activiste Karfa Diallo dans ce plaidoyer sur le quartier problématique de Biarritz, la Négresse. Il dit, justement, on pourrait mettre à côté de la plaque commémorative de ce quartier problématique l'histoire déjà de cette femme dont on a ôté l'humanité. Pourquoi on ne pourrait pas replacer le nom de cette femme? Ce serait quand même logique. C'est quand même assez curieux que l'on préfère garder en souvenir le cliché d'un individu au lieu de reproduire quand même l'identité de cette personne-là. On pourrait dire, cette personne a vécu en telle année et à partir de telle autre année, bon, le nom ou le sobriquet qui a le plus émergé, c'est celui-là. Et constitue le contexte de production de ce nom plus connu. À partir de quel moment elle s'appelle comme ça et pourquoi d'un point de vue socio-historique, elle s'appelle comme ça. Je pense que cette plaque pédagogique pourrait apprendre tellement sur des gens qui traversent cette ville et ce serait plus intéressant. Mais les décideurs, les décideuses pensent autrement et pensent qu'il faudrait qu'il y ait consensus et justement les communautés que j'appelle multiminorisées ne sont pas d'accord sur le fait qu'il y ait consensus. Parce qu'en général, le consensus est profitable au discours dominant, dans la mesure où il annule justement les voix d'autres personnes qui ont aussi le droit de prendre la parole au sein d'une communauté que l'on souhaite inclusive. C'est là toute la question et tout le débat. Parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui le passé fait honte. En fait. Il ne s'agit pas d'avoir honte du passé. Il s'agit d'assumer le passé et de se dire, en ce temps-là, à cette époque-là, des gens ont pensé comme ça. C'était forcément condamnable. Mais nous, en 2021, on n'est pas en train de faire un procès sur des gens qui sont déjà passés à une époque qui ne nous appartient plus. Mais cette époque a encore une incidence dans nos vies. Comment faire en sorte qu'on puisse ensemble réécrire un discours collectif, parce que c'est un discours collectif, pour que aussi bien les communautés en voie de minorisation ou qui sont minorisées puissent se retrouver dans un discours, aussi bien les discours officiels puissent mettre un peu d'eau dans leur moulin pour que tout le monde se sente un peu apaisé. Parce qu'on a besoin d'apaiser les discours collectifs. On a besoin d'apaiser des communautés de personnes qui se sentent exclues de leur propre pays. C'est ça la vraie question ici. Comment faire en sorte que les diversités divergentes soient inclusives pour que tout le monde se sente acteur et actrice d'un discours commun. C'est là toute la question et la problématique. Voilà. Tu avais quelque chose à dire? Ah oui, c'était juste par rapport au fait qu'on déboulonnait les statuts. Je pense que ce qu'on déboulonne, c'est l'idée de l'héroïsation des personnages. C'est pas tant de détruire le monument.
Et justement, derrière la frustration intervient lorsque les mêmes inégalités ou les faits pour lesquels ce personnage de statut persiste dans la société. En fait, c'est juste la matérialisation de certaines frustrations qui vont emmener aussi à une matérialisation de cette frustration. En déboulonnant les statuts. Je ne suis pas forcément d'accord avec le fait de déboulonner, mais par contre, je trouve que les maintenir, c'est comme maintenir un héros qui n'a plus lieu d'être. C'est comme maintenir des valeurs que la société collectivement ne soutient plus ou n'aime plus, parce que c'est une façon de réfléchir. Donc, les gens qui environnent ce monument l'appréhendent de la même façon. Par exemple, si on va célébrer un esclavagiste, ceux qui sont nés après l'esclavage ne comprennent pas quel était l'état d'esprit et on n'en veut juste pas. Donc, est-ce qu'il faut les garder? Je dirais que si on se met effectivement à élaguer tous les symboles d'un passé qui peut être douloureux, ça fait que si on marche dans une ville, dans une région, en fait, on a des mémoires invisibles, des valeurs qu'on ne veut plus porter parce que ça avance aussi. C'est très bien, je trouve ça très bien. Ce n'est pas dans le monument, mais c'est l'héroïsation de ce qu'on considère comme étant dorénavant mauvais, mal, comme pensée. Ouais, effectivement. Je trouve que c'est une contribution très pertinente. Le souci, c'est peut-être parce que finalement, ceux qui veulent faire perdurer ces discours dans l'espace public veulent ou ils ne veulent peut-être pas ouvrir tous les débats que cela pourrait soulever. Je pense que c'est la peur de l'inconnu, en fait. C'est que si on accepte, si le discours dominant accepte du haut de ses privilèges, c'est quand même des privilèges. Empêcher aux autres de parler, c'est un privilège. Pouvoir les maintenir dans le silence. Si on empêche, si on permet à tout le monde de parler, je pense que leur plus grande crainte, c'est la désacralisation généralisée de tout. C'est à partir de ce moment-là, alors là, on ne pourra plus jamais rien considérer comme un mythe. Parce que les mythes nationaux, les récits officiels, concourt à maintenir une fiction. Voilà, la fiction, c'est d'abord la cohérence qui veut dire on est un pays parce qu'on partage certaines valeurs. Et ces valeurs-là seront transmises de génération en génération. Donc, à partir du moment où on se rend compte, en fait, que ces valeurs sont fondées sur des fictions, alors on aura le droit de tout désacraliser, de tout critiquer, de tout remettre en cause. Et je pense justement, l'origine même des États-nations, c'est aussi de justifier que nous sommes une particularité au sein d'un territoire et que nous partageons en commun non seulement un récit national, des façons d'être, un passé qui renverrait à une idée de forteresse, de grandeur. Et c'est justement le mythe de la grandeur qu'on ne veut pas désacraliser. Parce que si on interroge le passé et on se rend compte que c'est sur les décombres de tellement de morts que l'on a érigé, on a sacralisé des choses, des histoires, des monuments, alors là, les chapitres entiers de l'histoire vont être relus et revus. Hein. Finalement, enfin, je ne dis pas qu'on ne doit pas le faire, mais je me dis, c'est un sacré travail pour nos collègues historiens. Historiennes, refaire les livres d'histoire, les contenus, apporter d'autres discours, ça va être laborieux, mais je suis d'accord pour qu'on puisse ouvrir ce débat-là, qu'on puisse permettre que d'autres personnes parlent. C'est pourquoi moi je remercie l'IREF et je remercie l'UQAM de me permettre de parler ici, parce que parler est aussi politique et symbolique. Pouvoir écouter d'autres discours, savoir que on a peut-être été construite pour ne pas s'appartenir et pour ne pas être dans les mêmes espaces, mais qu'aujourd'hui, on peut de façon apaisée aborder des questions de tension qui sont à l'origine de batailles rangées, en fait, dans la rue, finalement, mais qu'on peut aussi les interroger, qu'on peut être divergent, différent, mais on peut aussi nous asseoir et nous dire, mais en fait, mais pourquoi on ne peut pas échanger pour se comprendre? Finalement, l'humanité est la même. Pourquoi on ne peut pas se comprendre? Quels sont les éléments qui font en sorte qu'on ne soit pas capable de se mettre sur une table commune et de se dire, d'accord,
Je n'ai pas été d'accord sur ce qui s'est passé. Moi non plus, je n'ai pas pu. Mais comment on va trouver ce qui nous lie pour qu'on puisse faire communauté? Parce qu'on ne va pas arrêter de vivre. Personne ne va décider d'arrêter de respirer. On a intérêt à pouvoir ensemble faire les choses. Ce n'est pas une anecdote, mais c'est un fait puissant et violent de tout ce qui parle et qui contribue à la violence systémique. En Espagne, il y a un musée qu'on appelle le Museo de América, donc le musée de l'Amérique. C'est un grand musée. C'est un musée d'un point de vue historique très puissant, très important. C'est quand même le musée où on a pu raconter officiellement l'histoire de la rencontre des Amériques avec l'Espagne. Donc, ce qui va être dit là-bas compte. Même les mots, la virgule a son importance. D'un point de vue historique, c'est très important. Il y a très peu de temps seulement, on a pu changer le mot émigration. Ils avaient dit en fait que les communautés africaines ont émigré en tel siècle. Attends, mais c'est pas une émigration. C'est une déportation, en fait. Les mots ont leur sens quand même. C'est pour vous dire que le discours policé est capable d'induire des négationnismes pernicieux si on ne fait pas attention. Parce que au XXIe siècle, un enfant né au XXIe siècle et qui va lire le mot immigration dans un musée, il va se dire, mais donc il y a longtemps que ces gens-là ne savent pas pourquoi ils ne veulent pas vivre sur leur continent. Et donc depuis, déjà ils immigraient. Alors que non, c'était pas une immigration, c'est une déportation en fait, c'est pas la même chose. Donc c'est pour dire que si on ne fait pas attention, on doit écrire une histoire collectivement. Et les mots, finalement, peuvent condamner, et les mots sont très importants de ce point de vue-là. Et donc, des questions? Oui. Moi, j'aimerais bien vous entendre un peu plus sur, vous avez parlé des pratiques de citation, Oui. particulièrement les citations orales, c'est quelque chose que je m'intéresse pour mon mémoire. D'accord. Je me demandais si vous avez rencontré certains défis ou des moments qui vous ont surpris, ou juste votre expérience par rapport à ça. Alors, aujourd'hui, par exemple, j'ai appris à travailler avec les références cybernétiques. Je considère qu'il y a plusieurs communautés et qui sont invisibilisées et qui ont trouvé à travers les réseaux sociaux, les plateformes digitales, des mécanismes d'expression. Et donc, lorsque je fais un travail, ça devient finalement un acte politique de militantisme universitaire. Je me dis, si j'ai accès à un livre, ce qui est déjà un luxe pour plusieurs personnes, parce que le livre obéit quand même à plusieurs filtres, en termes d'édition, en termes de publication, en termes de circulation. Moi, j'en suis consciente en tant qu'universitaire parce que je sais ce que c'est qu'un livre. Mais ces personnes qui n'ont pas accès à ça et qui veulent faire passer un message ne sont pas pour autant moins importants parce qu'ils n'ont pas accès au livre, qui est quand même un élément sacralisé de culture. Mainstream, comme on dit. Donc, il est important que je sois conscient de cela lorsque je vais citer et lorsque je vais aller chercher mes sources. Il faudrait peut-être que les podcasts aujourd'hui, qui fournissent une grande production théorique, épistémologique importante, puissent être aussi cités dans ce livre ou dans cet article ou dans cette réflexion-là. D'ailleurs, c'est tout à mon avantage parce que ce n'est pas toutes des réflexions qui existent aujourd'hui qui sont dans des livres, justement. Et donc, moi, aujourd'hui, je me sers beaucoup des espaces, disons, périphériques de la communication ou de la citation pour pouvoir aller chercher ces réflexions qui sont nourries dans des podcasts, qui sont souvent d'ailleurs très bien travaillés, parce qu'il y a quand même de grandes références et derrière, il y a un travail d'élaboration, de recherche, d'analyse. Et si je ne retrouve pas ces réflexions dans un livre classique, je me dois, finalement, par militantisme peut-être, mais aussi par devoir de vérité, pour pouvoir exposer les diversités discursives à l'œuvre au XXIe siècle. Donc, si je suis une personne du XXIe siècle, je ne peux pas seulement me limiter à citer ou à ne citer que des livres. Ce serait reproduire indirectement des mécanismes de perpétuation qui invisibilisent les gens qui n'ont pas le luxe de pouvoir se faire publier dans des espaces éditoriaux et tout ce que ça concourt et que ça suppose. Donc, voilà, par exemple. C'est cela. Aujourd'hui, par exemple, moi, je travaille beaucoup sur YouTube. Vous avez vu l'illustration. J'aurais pu choisir un fragment de livre analysé par de grands théoriciennes féministes et tout ça. Non, j'ai dit, cet élément, à mon avis, est la meilleure illustration de ce que ça peut
engager une réflexion en classe. Je pense que ça, c'est un élément numérique de YouTube. C'est une personne que je suis et qui fait de grands et de bons éléments critiques, un journaliste, très intéressant, qui va un peu partout en Afrique, dans la diaspora, et qui aborde des questions pointilleuses que le système, le registre officiel ne pourrait peut-être pas questionner. Et moi, cela m'intéresse. Si je veux faire un livre, si je veux faire une réflexion enrichissante et novatrice, je me dois aussi d'aller chercher des références enrichissantes et novatrices. Et en général, cela se trouve dans des périphéries, en fait. Donc, plateformes digitales et tout ce que on n'accepte pas facilement dans les espaces de savoir. Donc, pour moi, il n'y a pas de savoir catégoriel ou catégorisant. Tout est au même niveau. Ce qu'ils m'ont apporté à travers 8 minutes de projection est aussi riche qu'un livre que j'aurais pu lire sur la thèse de l'idéologie de la race. Donc, c'est vraiment ce que moi je fais au quotidien. Et de façon spécifique, pour ce qui est de l'oralité, lorsque je vais en vacances dans des zones rurales, moi je m'arme toujours de livres, de stylos, je note, parce que je me rends compte qu'il y a une grande richesse théorique qui se perd dans les espaces ruraux. Les espaces ruraux, pardon. Parce que ces gens, parfois, disent des choses, mais d'une grande richesse. Moi, en tant que chercheuse, je me dis, mais j'ai le luxe d'avoir accès à ces gens-là, d'avoir accès à leurs réflexions. Et peut-être que le seul héritage que je puisse reproduire pour faire partager à des gens qui n'auront pas accès à ça, c'est aussi peut-être aussi d'écrire ces éléments-là dans mes livres. Donc, c'est vraiment comme ça que je fonctionne, oui. Outre le crayon, est-ce que vous apportez votre... Ah oui, mais bien sûr, mon téléphone. Tout à fait. Bien sûr. Exact. Oui, mais tout à fait. Exactement. Ce que je fais, évidemment, j'avais. Oui. Pour avoir vécu un peu en Afrique, dans Burkina, pour le nommer, l'oralité, évidemment, je l'ai remarqué. Oui. Il y a des émissions de radio. Est-ce que vous allez chercher aussi des émissions de radio parce que souvent, il y a des débats, hein, ils vont s'amener dans un village, ils vont discuter sur un village. Est-ce que ça vous arrive de vous inspirer d'émissions justement en Afrique, en ruralité, précisément, pas dans les capitales nécessairement? Alors moi, oui, bien sûr, la réflexion, mais en fait, là, j'ai fait un filtre, juste, j'ai fait un résumé. En général, c'est pas forcément le stylo que je vais avoir, mais je fais après un travail d'analyse pour voir comment je peux digérer tout ça, comment écrire tout ce que j'ai pu emmagasiner dans un français que tout le monde pourrait comprendre, parce que c'est un exercice de traduction, en fait. Comment je fais en sorte que des propos, des mots qui renvoient à des imaginaires, que l'on ne vit pas dans les espaces qui s'expriment en français, en termes de langue, comment je rends ça digeste à des gens qui ne savent pas forcément de quoi il est question, à des gens qui vont comprendre en termes simples ce que j'ai voulu dire. Donc, c'est vraiment un travail après d'analyse, en fait, hein, et de traduction. Et justement, c'est là où je me rends compte aussi que finalement, des agents issus des espaces anciennement colonisés, on est des agents de traduction. C'est qu'on traduit tous les jours et on ne s'en rend même pas compte. On traduit des mots, des contextes, des imaginaires, des vécus, tellement de choses que l'on traduit à chaque fois. Et donc, c'est vraiment ce que je fais. Il peut arriver que je tombe sur un élément radiophonique, une émission très intéressante. Il peut arriver, comme c'est souvent le cas, que j'ai le luxe directement de communiquer avec mes grands-parents, avec mes parents, avec des personnes qui vont aborder des questions pour elles peut-être normales, et pour moi, en tant que chercheuse, des éléments qui méritent d'être théorisés quelque part et immortalisés dans des livres. Oui, bien sûr. C'est votre question. Alors, d'accord, oui, parfait. Ah, mais c'est vrai que c'est ici, c'est ça? Mais d'ailleurs, je trouve que... Ah, ouais. C'est bon. On vient de le voir. Donc, c'était reprendre des questions qui ont été posées, en fait. Je ne ferme pas ici, non? Non, je vais faire. Non, je pense que ça fermerait tout le reste. On va laisser ça comme ça. Ah, d'accord. OK, d'accord. Ouais. Ben, merci beaucoup pour votre présentation super intéressante. Merci.
Puis, je pense que justement, votre livre est probablement une contribution aussi vraiment intéressante sur le plan de l'épistémologie puis de la méthodologie. Comme mes étudiantes le faisaient remarquer, on a envie de sortir des sources plus classiques écrites. Puis, avec votre livre, on a des exemples de comment on peut le faire, comment est-ce qu'on peut intégrer ça à une recherche. J'aime beaucoup comment vous dites que tout est au même niveau, là. C'est vraiment, ça fait du bien à entendre. On a lu pas mal de trucs dans les dernières semaines sur l'épistémologie féministe, puis ça répond beaucoup à nos réflexions. Mais merci beaucoup pour votre présence, c'était vraiment intéressant. Mais merci à vous, franchement, pour cette conversation. C'était très enrichissant, des questions très pertinentes et puis une expérience nouvelle, forcément. Merci à vous. Super, merci. Bonne soirée. Merci.